D'un point de vue macroéconomique, l'Égypte se porte très bien. Le type de développement réel qui a lieu dans le pays ne s'est pas produit au cours des 200 dernières années. Même Mohamed Ali Pacha n'a pas été capable d'atteindre un tel développement. Même Nasser, avec toutes ses ambitions, n'a pas accompli ce niveau de progrès. L'administration actuelle, en quelque sorte, superpose une autre Égypte à l'existante dans tous les domaines. Il s'agit d'un développement sans précédent en Égypte. C'est cela qui rend les Égyptiens, malgré leur souffrance économique au niveau personnel, extrêmement patients, car ils voient les choses se réaliser concrètement. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec Hossam Nassar, ancien premier sous-secrétaire d'État aux relations culturelles étrangères en Égypte, un poste qu'il a occupé de 2008 à 2012. Il travaille actuellement comme consultant indépendant en gestion stratégique et a également lancé une chaîne YouTube où il fait des commentaires politiques, principalement en arabe. Hossam, bienvenue. Merci Pascal, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu en ligne. J'aimerais beaucoup connaître votre évaluation de la situation en Asie de l'Ouest, ou, le Moyen-Orient, comme on l'appelle couramment, et aussi la situation vue depuis l'Égypte. Pouvez-vous peut-être nous donner votre point de vue actuel sur ce qui se passe? Eh bien, la situation devient très grave en ce moment. Nous sommes au bord de plonger dans une guerre nucléaire entre Israël et l'Iran, avec beaucoup de discussions sur une possible intervention des États-Unis dans le conflit. Cela rendrait les choses encore plus sérieuses si les États-Unis intervenaient. Je vais d'abord vous donner mon propre point de vue, puis je vous donnerai la perspective égyptienne. Je suis très neutre, d'ailleurs, enfin plus ou moins. Il est très difficile d'être 100% neutre. Toute cette situation a commencé le 7 octobre avec l'attaque insensée du Hamas contre Israël. Ils ont mal calculé. La direction du Hamas a mal évalué la réaction israélienne. Ils ont sous-estimé la riposte et surestimé leur propre puissance. Le 7 octobre, dès que cela a commencé, j'ai dit que c'était une chose stupide à faire. C'est criminel et c'est une attaque terroriste contre Israël. Dire cela en Égypte n'est généralement pas bien vu. Cependant, permettez-moi de demander, est-ce que la majorité des Égyptiens verraient les choses différemment? Ils s'opposeraient à votre point de vue. Émotionnellement, oui. Émotionnellement. Et ce que j'ai dit le 7 octobre, c'est que la réponse d'Israël serait extrêmement sévère, dure et extrêmement violente. Et il n'y a aucun moyen pour le Hamas de gagner cette guerre. C'était donc mon interprétation à l'époque. Cependant, cela étant dit, en termes de proportionnalité, la réponse israélienne a été extrêmement atroce, barbare, presque génocidaire. Et de mon point de vue, ayant vu les filles et les fils d'un peuple, à savoir le peuple juif, qui a été opprimé en Europe pendant près de 2000 ans, et cela s'est terminé par la Shoah. Ils ont failli disparaître. Voir les fils et filles d'un peuple qui a été opprimé pendant si longtemps commettre de telles atrocités contre les Gazaouis et les Palestiniens, de mon point de vue, c'était inimaginable. Je n'arrivais tout simplement pas à croire que les opprimés soient devenus de tels oppresseurs. Et j'ai prédit que la guerre s'étendrait au Liban, voire à la Syrie. J'ai dit plus tôt, même avant le 7 octobre, que la principale cible d'Israël est l'Iran, pour les raisons qui leur sont propres. Je considère actuellement à la fois l'Iran et Israël comme des États criminels. Les Iraniens ne sont pas moins criminels. Quel est le crime des Iraniens, surtout dans le contexte actuel? Parce qu'ils viennent d'être attaqués par Israël, n'est-ce pas?
Oui, je vais expliquer cela. Les Iraniens sont des criminels à l'intérieur de l'Iran. Ils oppriment leur propre peuple. Cependant, Israël agit de manière criminelle en dehors d'Israël. Mais cela ne donne pas à Israël le droit d'attaquer l'Iran. Je suis totalement opposé à ce que l'Iran possède une bombe nucléaire ou une ogive nucléaire. Cependant, Israël est déjà une puissance nucléaire. Ils prétendent posséder 300 ou 400 ogives nucléaires. Donc justifier une attaque d'une puissance nucléaire contre une puissance nucléaire potentielle comme l'Iran, ce qui reste encore incertain, est discutable. Et Netanyahou affirme depuis, je veux dire, l'époque de Noé, que l'Iran est sur le point d'acquérir la capacité nucléaire. Et cela ne s'est toujours pas produit. Nous n'avons pas encore vu de preuves claires ou d'évidences concrètes que l'Iran possède une bombe nucléaire. Donc Israël a décidé d'agir seul. Ils ne sont pas autorisés à faire cela. Ils violent le droit international et ils ont été l'agresseur. La nuit où l'Iran a été attaqué, tout le monde disait que l'Iran était fini. Et j'ai dit sur ma chaîne YouTube que ce n'était pas le cas. L'Iran, bien qu'étant un État en quelque sorte fragile, est fort. Et ils allaient riposter, probablement la même nuit, le 13 juin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont encaissé l'attaque et ont riposté contre Israël après 12 ou 18 heures. Et depuis, l'escalade continue. Et ils ont démontré qu'ils pouvaient percer ce dôme d'Israël, le dôme de fer, au point que la population israélienne est durement touchée. Et il y a une sorte de panique sans précédent en Israël, ce qui affecte également le pays sur les plans économiques et sociaux. En résumé, la situation est grave, elle n'est pas bonne, et elle pourrait s'aggraver si les États-Unis décidaient d'intervenir, ce qui pourrait arriver aujourd'hui, alors que nous parlons, ce soir, ce week-end, ou peut-être jamais. On ne sait jamais ce que Trump pense ou où il en est. C'est un caméléon. Il est comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il est extrêmement intelligent pour se ménager une porte de sortie. S'il opte pour le mal, il a généralement un plan de sortie vers le bien, et inversement. C'est très difficile à prévoir. Donc savoir si cela va frapper ou non reste à voir. Oui, c'est le cas. Et en plus, nous savons désormais qu'il existe un désaccord très fort au sein des États-Unis et au sein de la base de pouvoir de Donald Trump sur la marche à suivre. Et il est presque impossible de percer ce boîte noire et de déterminer qui exerce quelle influence. De plus, nous ne savons pas s'il y aura une quelconque forme de, je veux dire, il existe toujours une menace qu'il puisse y avoir une attaque sous faux drapeau contre un actif militaire américain dans la région. Et cela pourrait entraîner, je veux dire, ça pourrait tout faire basculer. Vous, en observant tout ce qui se passe depuis l'Égypte, et l'Égypte étant le seul autre pays, en dehors d'Israël, à avoir une frontière terrestre avec Gaza, l'Égypte est souvent critiquée, notamment par l'Iran, pour ne pas aider les Palestiniens de Gaza et pour collaborer avec Israël. Quelle est, enfin, laissez-moi dire, peut-être votre opinion à ce sujet, ou peut-être ce que dit le gouvernement égyptien? Que pouvez-vous nous dire sur ce que le gouvernement égyptien dit à sa propre population pour expliquer la fermeture de la frontière? Je veux dire, au sein de la communauté arabe, on dit généralement qu'il n'y a pas de guerre arabe contre Israël sans l'Égypte. Et il était évident, dès le début, même à partir de l'attaque du Hamas contre Israël, qu'ils essayaient d'entraîner l'Égypte dans une guerre contre Israël. Et l'Égypte s'abstient de faire, pour de nombreuses raisons logiques. Nous avons eu assez de guerres. La dernière guerre avec Israël a eu lieu en 1973, il y a plus de 50 ans. Et les Égyptiens ne sont pas vraiment intéressés à entrer en guerre contre Israël. Il y a aussi une sorte de propagande négative. L'Iran en faisait partie, mais ce n'était pas la principale. La principale venait du cercle des frères musulmans.
Comme vous le savez bien, ils essaient de retourner en Égypte et de gouverner à nouveau l'Égypte, ce qui n'arrivera jamais. Ils diffusent donc une propagande négative en affirmant que l'Égypte n'aide pas les Palestiniens et qu'elle complote même avec Israël contre la Palestine, ce qui est totalement absurde. L'Égypte est probablement le seul État qui déploie réellement beaucoup d'efforts pour arrêter la guerre et qui fait preuve d'une grande sympathie envers ce qui se passe sur le front de Gaza. Mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Nous avons tout fait dans la mesure de nos moyens pour intervenir et mettre fin à cette atrocité. Sur le plan diplomatique, nous avons soulevé la question au niveau international et l'avons placée sous les projecteurs de la communauté internationale. En octobre 2023, nous avons organisé la première conférence internationale en Égypte, présidée par le président Sisi, avec la participation de certains délégués européens, dans le but d'arrêter la guerre dès le tout début. Nous avons collaboré avec les États-Unis et le Qatar et mené une médiation qui a eu un certain succès, mais l'agression d'Israël anéantit toute possibilité de médiation. Donc, ce genre de propagande ne trouve vraiment aucun écho en Égypte. Les Égyptiens sont extrêmement conscients et tout à fait capables de faire la différence entre le Hamas et la cause palestinienne. Dans ce contexte, les Égyptiens ne sont pas vraiment différents, de mon point de vue. Ils sont contre la guerre, à moins qu'Israël ne devienne complètement fou ou sur le point de le devenir et décide de faire la guerre à l'Égypte. Là, ce serait une toute autre histoire. Je veux dire, l'une des craintes, et je pense que cette crainte est tout à fait justifiée, c'est qu'Israël pourrait, enfin, il est actuellement engagé dans des tueries massives et à grande échelle à Gaza. Si vous voulez, j'appelle cela un génocide. D'autres disent que ce n'en est pas un. Pour ma part, je pense que si. Mais bon, d'accord. À l'avenir, la CIJ et d'autres rendront leur verdict à ce sujet. Mais nous savons qu'il s'agit de tueries à grande échelle. Nous savons qu'il s'agit de destruction massive. Et l'une des craintes, c'est que les survivants, qu'Israël essaye en gros de les pousser de l'autre côté de la frontière avec l'Égypte, dans le Sinaï. Si cela arrivait, ce serait un énorme problème. Je veux dire, en ce moment, j'ai parlé à un universitaire palestinien il y a quelques jours à peine. Il m'a dit que la population de Gaza était passée de 2,2 millions à 1,85 million de personnes. Mais il y a encore 1,85 million de personnes là-bas. S'ils étaient tous poussés dans le Sinaï, qu'est-ce que cela ferait à l'Égypte? Et est-ce une inquiétude que vous avez ou que l'Égypte a également? C'est certainement une source d'inquiétude. Et si cela se produit, mon estimation est qu'il y aura une guerre entre l'Égypte et Israël, car l'Égypte n'autorisera jamais une telle chose. Si cela commence à se produire, nous ne tirerons jamais la moindre balle contre nos frères palestiniens. Mais mon analyse est que si cela commence, l'Égypte entrera à Gaza, et peut-être même dans le Negev en Israël, pour essayer d'arrêter cela. C'est donc l'élément dangereux. Et je pense que l'administration américaine commence à réaliser que c'est une ligne rouge pour l'Égypte, peu importe la façon dont Trump parle de la Riviera de Gaza. Et je veux dire, de cette histoire abracadabrante. À mon avis, cela marquerait le début d'une guerre entre l'Égypte et Israël. Oui, je veux dire, même si ce n'était pas le cas, cela ne ferait qu'empirer les choses, non? Cela impliquerait aussi le Sinaï, car rien ne permet de penser que les Palestiniens cesseraient de s'y opposer, même s'ils étaient repoussés dans le Sinaï. Je veux dire, que pense la population égyptienne de tout cela? Parce que je dois juste demander, d'accord, nous avons eu ce moment en 2012 où il y a eu un changement de gouvernement, une élection démocratique, puis ce président démocratiquement élu, issu des frères musulmans, a été renversé et est mort en prison. Et depuis, M. Al-Sisi est au pouvoir,
Et de l'extérieur, on se demande toujours quel est le niveau de soutien populaire aux politiques du gouvernement. C'est très difficile à comprendre. Que pouvez-vous nous dire sur les divisions au sein de la société égyptienne? I'll be very honest in answering this. Je vais être très honnête en répondant à cette question. En 2013, lorsque nous avons mené la révolution contre les frères musulmans, El-Sisi était extrêmement populaire, au-delà de l'imagination, encore plus populaire que Nasser. Et Nasser est l'idole en Égypte. Cependant, en raison de la détérioration de la situation économique, si l'on regarde de près le niveau de vie des Égyptiens, le président Sisi a commencé à perdre une partie de sa popularité. Mais cela ne signifie pas que nous nous rebellons à nouveau contre le régime ou que nous attendons une nouvelle révolution. Cela n'arrivera pas. Nous avons un dicton en Égypte, je vais essayer de le traduire. Si tu t'es brûlé la langue avec une soupe chaude, tu souffles même sur un yaourt glacé. Usually blow into the frozen yogurt. Things will never go. Donc, les choses ne reviendront jamais à janvier, ni même à juin. Nous avons été durement touchés par la fameuse soi-disant révolution de janvier. C'était un complot contre le régime Moubarak, même si les gens étaient en colère pour de nombreuses raisons. Mais je veux dire, il n'y avait aucune justification à ce qui s'est passé, à part un complot visant à faire entrer les frères musulmans dans le jeu et à leur permettre de gouverner l'Égypte pendant 500 ans. Cela ne s'est jamais produit. Cela n'arrivera jamais. Peu importe à quel point les Égyptiens sont religieux, ils sont tout à fait capables de faire la différence entre des émotions religieuses et un régime théocratique dirigeant l'Égypte. Cela n'arrivera jamais. Quel est le problème avec les frères musulmans? Parce que, si je me souviens bien, ce qu'on m'a raconté en Europe à l'époque, c'était un groupe qui était devenu très populaire, parce qu'il avait en fait des soupes populaires, distribuait de l'aide et avait une approche très humanitaire. Ensuite, lors d'une élection démocratique, il a réussi à faire élire son président, qui était le successeur d'une dictature militaire. Et le successeur de celui-ci est à nouveau un dirigeant issu de l'armée. Et le chef de l'armée est de nouveau au pouvoir aujourd'hui. L'armée en Égypte est une institution très puissante, n'est-ce pas? Donc, dans ce contexte, quelle est la revendication des frères musulmans? Et pourquoi pensez-vous que ce n'est pas une bonne revendication? Ils utilisent, je veux dire, les soupes populaires comme un outil pour prendre le pouvoir lorsqu'ils gouvernent. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de très difficile à traduire en anglais. Cela s'appelle hakemia. C'est une sorte d'interprétation des écritures islamiques qui dit essentiellement que le pouvoir appartient à Dieu. Donc c'est ce qu'ils utilisent. Une approche théocratique contre laquelle on ne peut jamais s'opposer. Même si nous admettons que nous avions une dictature militaire en Égypte avant janvier et après juin, ce qui n'est pas le cas, mais pour le bénéfice du doute, on peut généralement s'opposer à eux, au moins en manifestant. Mais si vous manifestez contre les frères musulmans, vous manifestez contre Dieu. C'est le problème avec toute théocratie, que ce soit en Iran ou même en Israël. Peut-on encore qualifier Israël d'État démocratique? Absolument pas. Il passe de manière agressive d'un État laïque et démocratique à une théocratie juive militante, exactement comme l'Iran en ce moment. Voilà la partie dangereuse des frères musulmans. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont commencé à changer les choses en Égypte, aussi bien sur le plan social que politique, pour instaurer un système à parti unique, celui des frères musulmans, et gouverner selon la volonté de Dieu. Et il n'y a aucun moyen de s'opposer à eux. Dès qu'ils ont commencé à montrer cela, les Égyptiens s'en sont rendus compte et ont dit « Nous avons fait une erreur. Nous les avons élus. » Personnellement, je ne l'ai pas fait. Them, I did not personally, and it was kind of a 50-50. I mean,
Et c'était en quelque sorte une situation à 50-50. Je veux dire, ils n'avaient pas la majorité. Il y a eu beaucoup de discussions sur la victoire de Shafik à la présidence contre Morsi, mais pour une raison quelconque, cela a été changé par crainte d'une intervention américaine. Donc ce n'était pas vraiment une élection démocratique claire. Cependant, l'histoire nous dit que Mussolini a été élu démocratiquement. Adolf Hitler a été élu démocratiquement. Trump a été élu démocratiquement. Donc la démocratie n'est pas vraiment quelque chose dont nous devrions nous vanter ou nous enorgueillir. Le plus important, c'est de préserver la structure sociale de l'Égypte ou de n'importe quel pays dans le monde en dehors de la théocratie, car c'est très dangereux, qu'elle soit juive, chrétienne, islamique, bouddhiste ou autre. C'est totalement inacceptable. C'est inacceptable, mais c'est aussi, je veux dire surtout dans la région, c'est inévitable, non? L'Iran est une théocratie. Je veux dire, Israël s'oriente vers cela. Et l'Arabie saoudite est un État wahhabite, une monarchie absolue. Plus maintenant. Peux-tu expliquer cela? À mon avis, la situation reste globalement la même. L'Arabie saoudite s'ouvre. La raison pour laquelle ce type d'atmosphère religieuse s'est imposée dans le monde arabe, c'est qu'à l'époque précédente, l'Arabie saoudite soutenait ce mouvement. Mais depuis que MBS a pris le pouvoir, il ouvre totalement la société saoudienne. Ce n'est plus du tout un pays wahhabite. On ne peut plus qualifier l'Arabie saoudite sous MBS d'État wahhabite. Ils sont extrêmement ouverts. Ils suivent l'exemple des Émirats arabes unis. Donc les choses deviennent plus fluides. Et il y a une grande différence entre avoir les frères musulmans comme outsiders et les avoir au pouvoir en Égypte ou dans tout autre pays, comme la Tunisie ou le Soudan. Parce que l'on découvre immédiatement le danger qu'il y a à adopter une approche théocratique pour un groupe de personnes dirigeant n'importe quel pays. L'Iran, c'est une toute autre histoire. L'Iran est chiite, et les chiites sont une minorité dans le monde arabe. Ils ont ce sentiment d'avoir été opprimés. Ainsi, la branche chiite en Iran est en réalité une manifestation politique contre les sunnites. C'est pourquoi ils sont extrêmement ancrés dans leur propre interprétation de l'islam. Donc l'Iran, c'est vraiment un cas à part. Mais regardez ce qui s'est passé en Syrie avec Al-Shara ou auparavant Julani. Il vient du même milieu, du même contexte islamiste militant. Mais maintenant, depuis qu'il a commencé à gouverner en Syrie, il change de perspective et tout le monde le constate. Même Trump a accepté de le rencontrer. Oui, je veux dire, l'interprétation dans de nombreux cercles, enfin, de mon côté d'Internet, c'est que Al-Shara, ou plutôt Al-Jolani, est un exemple flagrant de l'hypocrisie de l'Occident. D'abord, il avait une prime de 10 millions de dollars sur sa tête parce qu'il était le chef d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, et faisait partie de tout le groupe de l'EI. Et puis, une fois qu'il devient utile et qu'il acquiert suffisamment de pouvoir, on transforme simplement son image pour le rendre acceptable à l'Occident parce qu'il sert leurs intérêts. Il sert les intérêts des États-Unis et, dans une certaine mesure, aussi ceux d'Israël, en veillant à ce que la Syrie ne devienne pas une base de lancement pour une guerre iranienne contre Israël. Voilà donc l'interprétation. Comment voyez-vous cela? Parce que ceux qui avancent cet argument pourraient aussi dire que l'Égypte joue un rôle similaire, en étant plutôt conciliante envers Israël et les États-Unis à la demande de ces derniers. Et c'est là l'accusation. Je suis pas en désaccord avec vous. L'Occident est extrêmement hypocrite. Je suis désolé de vous le dire. Je veux dire pour un occidental. Oh non, je suis tout à fait d'accord. Nous sommes le peuple le plus hypocrite de la planète, et ça fait au moins 500 ans que ça dure. Donc là-dessus, nous sommes d'accord. C'est plus que ça. J'ai reçu une éducation occidentale. J'ai reçu une éducation française.
et je travaille pour des entreprises britanniques et américaines. Donc je fais un peu partie de la culture occidentale. Et je connais assez bien l'histoire de l'Occident. Ils sont extrêmement hypocrites. On peut le justifier en disant que, après tout, c'est de la politique. La politique ne consiste pas à faire ce qui est juste. Il s'agit de faire ce qui est bon pour l'Occident, ou l'Orient, ou peu importe. C'est ainsi qu'ils essayent de se justifier moralement. Mais moralement, ils ont totalement tort. Ils pratiquent les mêmes méthodes depuis près de 600 ou 700 ans. L'Occident est le même. Il utilise le monde à son propre avantage depuis l'époque coloniale, et même lorsqu'ils ont découvert les États-Unis. Donc, je ne suis pas en désaccord avec vous. Cependant, nous avons un rôle à jouer. Nous devons vivre avec l'Occident et sa façon de penser. Nous devons apprendre à faire des compromis. Et c'est quelque chose que les Arabes n'adoptent pas vraiment. Nous ne sommes pas de grands adeptes du compromis. Nous ne sommes pas aussi hypocrites que l'Occident. Parfois, c'est bénéfique de l'être, d'un point de vue politique, pas d'un point de vue moral. Parfois, il faut être hypocrite pour survivre et pour traiter avec des gens hypocrites. Mais heureusement, les choses ont commencé à changer, car nous avons maintenant un bloc de l'Est, principalement la Russie et la Chine, qui essayent de modérer le système international. Donc, ce n'est plus un one-man show du point de vue occidental. Et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. La Russie et la Chine gagnent de plus en plus de terrain, de pouvoir et d'influence, surtout dans le sud global. Ce qui se passe en Ukraine est en réalité le sommet, le point culminant de l'hypocrisie occidentale, où ils accusent la Russie de ce qui s'est passé comme si cela était tombé du ciel. Ils oublient complètement que l'OTAN était omniprésente et envahissante envers la Russie, et que Poutine n'a cessé de crier, de les avertir. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Cela ne va pas bien se passer tant qu'il n'aura pas décidé d'agir militairement. Et c'est pourquoi je soutiens fermement Poutine et la Russie. Je pense qu'ils ont agi à cause d'un échec de communication avec l'Occident, compte tenu de son hypocrisie. Donc, ce qui se passe en Russie, ce qui va se passer entre la Chine et Taïwan, on ne sait jamais. Mais la Chine ne restera pas passive face à une Taïwan indépendante. Ils prendront certainement des mesures, soit politiques, soit militaires. Ainsi, pour la première fois depuis 800 ans, nous voyons l'Orient faire entendre sa voix. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est le seul point sur lequel tout le monde est d'accord. Nous vivons désormais dans une réalité multipolaire, où l'Occident a perdu son pouvoir démesuré de dicter le cours des choses. Et selon l'endroit où l'on se trouve, on interprète cela comme une bonne ou une mauvaise chose, ou encore comme un facteur de guerre. On ne sait jamais. L'Occident continue d'agir en ce moment, comme si la seule chose qui nous empêchait de sombrer dans l'apocalypse était la militarisation. Tout le monde est une menace. Tout est une menace. Ils sont incapables de penser autrement qu'en termes de Chine, de Russie et de tout le monde comme menace. Mais en étant en Égypte, on voit clairement qu'il y a de grands avantages potentiels à ce système multipolaire. Comment pensez-vous que l'Égypte peut en bénéficier? Permettez-moi aussi de demander, en considérant le fait que la Chine a facilité une meilleure relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, diriez-vous que c'est un impact positif sur la région? Et voyez-vous d'autres façons dont l'Égypte pourrait vouloir interagir avec les États des BRICS? Je ne qualifierais pas la relation entre l'Arabie saoudite et l'Iran de stratégique. Il s'agissait plutôt d'un règlement temporaire, et il reste à voir ce qu'il en sera après la guerre israélo-iranienne. Mais il est certain que la Chine a bien joué son rôle de médiateur et est intervenue efficacement, proposant l'idée de normaliser les relations entre l'Iran
et l'Arabie saoudite. Même l'Égypte travaille actuellement à la normalisation de ses relations avec l'Iran. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a visité l'Égypte il y a moins d'un mois. Il a été bien accueilli. Et immédiatement après, ils ont changé le nom de la rue qui portait celui de l'assassin de Sadat. Ce changement a été fait. Donc les choses se normalisent entre l'Égypte et l'Iran. Mais le point de vue égyptien resterait impartial envers tout type de bloc, qu'il soit occidental ou oriental. C'est une nécessité géographique et aussi une nécessité historique. Même depuis l'époque de Nasser, et Nasser a toujours été perçu comme anti-occidental, il ne l'était pas vraiment. Il était neutraliste. Il était neutraliste? Oui. Et l'Égypte restera sur cette voie neutraliste. Ils ne peuvent s'opposer à aucune superpuissance, donc ils doivent rester neutralistes. Et cela a un prix. Cela a un prix à payer. Reste à savoir si nous sommes capables de payer ce prix ou non. Mais il y a toujours un prix à payer si l'on est neutraliste, individuellement ou même au niveau d'un État. Oui, le prix à payer, c'est que tu te fais attaquer des deux côtés. Les deux camps te diront « Pourquoi n'es-tu pas avec nous? Tu travailles avec l'ennemi. » Et chaque parti essaie de vous polariser. Ils exercent une pression sur vous afin de vous attirer dans leur propre camp. C'est donc le prix que nous devons payer en tant qu'Égyptiens. Mais c'est en quelque sorte une nécessité. On ne peut pas y échapper. Quels sont les plus grands obstacles géopolitiques pour l'Égypte? Je parle simplement du processus de prise de décision en Égypte que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que l'Égypte agit parce que, enfin, elle a Israël comme voisin. Elle a, enfin, je sais pas. Pouvez-vous me donner les contraintes, en fait, dans lesquelles l'Égypte doit agir? Elles viennent de toutes les directions, en réalité. Non seulement du point de vue israélien. Nous avons la Libye qui s'effondre. Nous avons le Soudan qui s'effondre. Nous avons le problème éthiopien avec le grand barrage. Même du point de vue du nord de la Méditerranée, nous avons eu des différends avec la Turquie concernant les litiges gaziers. Donc, sur tous les plans géopolitiques et stratégiques, l'Égypte fait face à de nombreuses contraintes. Sur le plan économique également, comme je l'ai dit, au niveau micro, les citoyens souffrent car le niveau de vie se détériore en raison de l'inflation et des fluctuations des devises fortes. Mais d'un point de vue macroéconomique, l'Égypte s'en sort très bien. Un développement réel de ce type n'a jamais eu lieu dans le pays au cours des 200 dernières années. Même Muhammad Ali Pacha n'a pas été capable de réaliser un tel développement. Même Nasser, avec toutes ses ambitions, n'a pas accompli cela. L'administration actuelle est, pour ainsi dire, en train de superposer une autre Égypte à l'existante dans tous les domaines. C'est un développement sans précédent qui se produit en Égypte. Et c'est cela qui rend les Égyptiens, malgré les souffrances économiques qu'ils endurent personnellement, extrêmement patients, car ils voient les choses se concrétiser sur le terrain. Comme quoi? Pouvez-vous nous donner un exemple? Tout, je veux dire le développement des infrastructures, l'agriculture. Pendant des milliers d'années, les terres agricoles de l'Égypte ne représentaient pas plus de 6% de la superficie totale du pays. Aujourd'hui, nous approchons des 12 ou 13% de terres agricoles. Vous êtes en train de verdir le désert. Verdir le désert, verdir partout. C'est donc une initiative qui portera assurément ses fruits. Sur le plan industriel, le nombre de nouveaux sites de production ouverts est sans précédent. Les infrastructures, routes, chemins de fer, tunnels et ponts
sont d'une ampleur que l'Égypte n'a pas connue depuis au moins 6 ans. Nous continuons donc d'espérer apercevoir une lueur au bout du tunnel. We're still hoping for seeing a light at the end of the tunnel. Et beaucoup de ces projets, en particulier les projets d'infrastructure, sont-ils réalisés localement? S'agit-il d'investissements directs étrangers ou d'aide publique au développement? Et la Chine est-elle impliquée dans certains d'entre eux? Ou s'agit-il principalement d'une coopération avec l'Europe et l'Amérique? Quelle est la... It's usually indigenous. C'est généralement indigène, je veux dire, environ 40% indigène, et le reste provient d'investissements directs étrangers, y compris de la Chine. La Chine ne le fait pas gratuitement, mais elle accorde des prêts très différés. Donc, les choses avancent vraiment de manière positive en Égypte, et à un moment donné, il y aura un retour sur investissement. Nous avons déjà commencé à le constater. D'un point de vue macroéconomique, l'Égypte connaît une croissance annuelle de 4 à 5%. En termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat, nous sommes désormais classés parmi les 20 premiers. Plus précisément, nous sommes à la 17e place. Même si nous reculons en termes de PIB nominal, ce qui montre la différence entre le développement de l'Égypte au niveau macroéconomique et ce que nous subissons réellement en tant qu'individus égyptiens au niveau microéconomique. Mais les choses avancent en Égypte et il y aura certainement un retour sur investissement et des bénéfices bientôt. C'est ce que nous attendons. D'accord. Et donc, pensez-vous que l'Égypte manifestera un jour de l'intérêt pour rejoindre les BRICS? Reinsta. Désolé. Mais en tant que partenaire, désolé. L'Égypte est-elle membre à part entière ou simplement partenaire des BRICS? Membre à part entière depuis janvier 2024. Je suis désolé pour mon oubli. Je n'étais pas au courant que l'Égypte les avait également rejoints. Not only Egypt, it's Egypt, the UAE. Pas seulement l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran. L'Arabie saoudite a été invitée. Non, l'Arabie saoudite s'est retirée. Elle est maintenant candidate, pas membre à part entière. Exact. L'Égypte est membre à part entière depuis près d'1 an et demi. Nearly a year and a half. Sorry, that slipped. Désolé, ça m'a échappé. Que pensez-vous que l'Égypte cherchera à accomplir au sein des BRICS? Chaque État a des objectifs légèrement différents quant à la manière dont il souhaite utiliser ce forum. Que pouvez-vous nous dire sur ceux du Caire? La première chose évidente, c'est que vous pouvez mener des échanges commerciaux sans avoir à dépendre du dollar. Cela vous donne donc une sorte de réserve en dehors de la devise internationale la plus célèbre et aussi la plus controversée. C'est donc un avantage immédiat dont l'Égypte va bénéficier. Nous avons déjà évoqué le système multipolaire qui s'impose à l'Occident. D'un point de vue économique, le paradigme se déplace vers l'Asie. L'Asie représente 40% du PIB mondial et la Chine en constitue près de la moitié. On s'attend vers 2030 à ce que cela atteigne près de 50% du PIB international. C'est donc une évolution pour laquelle il est judicieux de se positionner. Même le PIB des BRICS a dépassé celui du G7 de près de 10 points. Donc, l'avenir économique est là, géopolitiquement aussi, et même militairement. Les choses commencent à s'équilibrer entre l'Est et l'Ouest, et à pencher vers l'Est. Il est donc logique que l'Égypte soit impliquée. Et croyez-le ou non, à l'époque de Moubarak, dans les années 90, lorsque le BRIC émergeait comme une idée nouvelle, même avant que l'Afrique du Sud ne rejoigne, l'Égypte s'était vue proposer d'y participer. Et même lorsque l'Afrique du Sud a rejoint et que le groupe est devenu les BRICS, ils ont envisagé de le renommer BRICS en ajoutant l'Égypte. Mais pour une raison quelconque, Moubarak a choisi de ne pas le faire. Il était donc tout à fait logique que le président Sisi place enfin l'Égypte sur la carte des BRICS, ce qui, à mon avis,
sera bénéfique, sans pour autant perdre l'Occident. which is going to be beneficial, I think, without losing the West. Most likely, yeah. I mean, that would Très probablement, be oui. Egypt's, Je veux dire, cela devrait être l'objectif de l'Égypte. because Egypt is at Encore a une question, car l'Égypte se trouve à un carrefour à bien des égards. I think, to my À ma knowledge, connaissance, country that has c'est aussi le seul pays qui possède une partie sur le continent eurasien et une autre sur le continent africain, la plus grande partie étant bien sûr en Afrique. Et l'Égypte est souvent considérée comme faisant partie intégrante du Moyen-Orient, mais elle fait aussi partie intégrante de l'Afrique du Nord. Quel rôle cela joue-t-il, le fait que l'Égypte soit à la fois africaine et eurasienne? Simultaneously, African and Eurasian. If you go back to Nasser's time, Si l'on remonte à l'époque de Nasser, il a en réalité été l'un des fondateurs du mouvement afro-asiatique. L'Égypte a donc toujours fait partie, historiquement, des deux continents, l'Afrique et l'Asie. Parfois, elle était même davantage tournée vers l'Asie que vers l'Afrique. Mais cela a commencé à changer sous Nasser. Et l'Égypte, à l'époque de Nasser, a joué un rôle majeur en aidant les pays africains à obtenir leur indépendance des puissances coloniales. L'Égypte a donc une longue histoire en Afrique, une bonne histoire en Afrique, et nous essayons d'en tirer parti. Nous avons parlé plus tôt des infrastructures que l'Égypte est en train de développer. And we talked earlier about the infrastructure that Egypt is developing. Egypt is developing its infrastructure to be linked. L'Égypte développe son infrastructure afin d'être reliée à l'Afrique du Nord et en profondeur sur le continent africain. Nous avons donc cette ambition de positionner l'Égypte comme la porte d'entrée de l'Afrique. Et cela a du sens, car nous sommes là, nous sommes au sommet du continent africain, géographiquement. Nous avons le canal de Suez, nous avons le Nil, nous avons les relations. Et le PIB de l'Afrique, croyez-le ou non, reste très faible. Le PIB de l'Asie est d'environ 40 000 milliards de dollars, alors que celui de tout le continent africain n'est que de 3 000 milliards de dollars. Il y a donc un potentiel de développement énorme en Afrique, et l'Asie peut jouer un rôle majeur dans ce processus. And Egypt can play a major role in this. Yes, and it's an east-west. Oui, et c'est aussi un axe est-ouest et un axe nord-sud sur l'eau, n'est-ce pas? Nous sommes simplement au centre de tout. Oui, et ce sont des corridors très importants. Mais ces corridors comportent généralement des risques, parce que tout le monde veut les contrôler. Et je pense que personne n'a besoin d'expliquer à l'Égypte à quel point le canal de Suez est une vulnérabilité stratégique, tout en étant aussi un atout stratégique, n'est-ce pas? C'est parce que tout le monde le convoite. Êtes-vous inquiet que le canal de Suez puisse à nouveau devenir un problème en réalité? Are you worried that the Suez Canal might again become a problem, actually? We've seen the latest announcement by Trump. Nous avons vu la dernière annonce de Trump qui tente d'imposer le libre passage pour les flottes militaires et commerciales américaines. Mais cela a été totalement démenti par l'Égypte. Cela n'arrivera pas, et cela n'arrivera jamais. Et l'Égypte est militairement une véritable forteresse. Donc il sera extrêmement difficile de s'en prendre à l'Égypte militairement. Du point de vue israélien, c'est certain. Mais même du point de vue américain, s'ils perdent la tête et décident de frapper l'Égypte, ce qui serait, je veux dire, une idée complètement insensée, nous ne sommes pas une proie facile. Et nous sommes 110 ou 120 millions de personnes, extrêmement pacifiques. Mais lorsque nous ressentons de l'agression, nous devenons extrêmement agressifs. J'espère donc que les choses continueront de bien se passer entre nous et Israël et entre nous et les États-Unis, malgré toutes les déclarations farfelues de M. Trump. Je l'espère aussi. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un conflit supplémentaire. Donc, si Dieu le veut, la situation restera pacifique et redeviendra paisible. Osam, pour les personnes qui souhaitent lire vos écrits et vos analyses, où devraient-elles se rendre, en particulier les anglophones? Parce que pour les arabophones, vous avez une chaîne YouTube, n'est-ce pas?
I do have a YouTube channel. J'ai effectivement une chaîne YouTube en arabe. J'ai fait quelques épisodes en anglais, mais pas autant. Je vais probablement utiliser la fonction de doublage automatique de YouTube. Mais cela ne fonctionne pas bien car j'utilise généralement l'arabe familier, pas l'arabe littéraire. J'utilise le dialecte égyptien. Donc il est très difficile de traduire ou de doubler automatiquement. Mais votre interview m'encourage. Très probablement, je ferai quelques épisodes en anglais et en français aussi, si je peux rafraîchir mon vocabulaire, mon vocabulaire, ma grammaire en français. If I can recap on my French vocab and grammar. Eh bien, vous proposez des options multilingues et je mettrai le lien vers votre chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Hossam Nassar, merci pour votre temps aujourd'hui. Thank you for your time today. Thank you, Pascal. Merci, Cal. Ce fut un plaisir d'être sur votre chaîne. Merci. Thank you.